Donc, il y a deux sujets sur la prochaine heure, heure et quart. Le premier sujet, vous voyez sur les présentations que vous avez dû avoir ce matin, et d'autres présentations que vous avez pu assister, on est très systématique quand on parle du traitement du myélome multiple où on subdivise les patients atteints d'un myélome multiple pour les gens éligibles à la greffe, non éligibles à la greffe. Parmi les gens éligibles à la greffe, on regarde différents aspects des séquences de traitement reliées à la greffe. Le traitement d'induction, c'est-à-dire la première chimiothérapie initiale, la mobilisation des cellules souches, la collecte des cellules souches, la préservation, la cryopréservation des cellules souches. Après la greffe elle-même, il y a possibilité de traitement de consolidation, possibilité de traitement de maintenance. Pour les gens non éligibles à la greffe, c'est un peu moins complexe, mais c'est des traitements de chimiothérapie d'un peu plus longue haleine auxquels il y a possibilité de traitement de maintenance. Donc, il y a plusieurs sous-compartiments quand on parle de traitement du myélome multiple. Donc, celui qu'on va aborder pour la première présentation, c'est la maintenance, c'est-à-dire un traitement un peu moins costaud. Alors, souvent, c'est de la monothérapie ou un seul agent qui est donné après un traitement initial dont le but est de maintenir les acquis des réponses qui ont été obtenues préalablement. Ce que l'on sait, c'est que à votre gauche, donc à gauche pour les gens qui sont éligibles à la greffe ou à droite les gens non éligibles à la greffe, ce que l'on sait, c'est que les traitements, donc au courant des dernières années, la dernière décennie, se sont nettement améliorés. La seule chose, c'est que même dans des contextes de greffe où les traitements sont un peu plus costauds, on voit qu'au fil du temps, ça c'est une courbe où on a, si vous voulez, l'incidence en fonction du temps des récidives, où ici vous avez le temps et ici vous avez un axe où ça correspond, si vous voulez, c'est pas tout à fait ça, mais ça correspond aux récidives où, au fil du temps, donc les gens, malgré des réponses qu'ils ont pu obtenir des traitements au myélome multiple, au fil du temps, les gens finissent par récidiver. Ce que l'on sait, c'est que la médiane, c'est-à-dire donc 50% des gens vont avoir récidivé pour une médiane entre 2 et 3 ans. Donc, la majorité, 50% des gens après 2 à 3 ans, 50% vont avoir récidivé. Puis au fil du temps, il y en a de plus en plus qui récidivent. Donc, ça, c'est vrai pour les gens éligibles à la greffe, puis c'est d'autant plus vrai pour les gens non éligibles à la greffe où, en général, les durées de réponse, donc le moment où la maladie va récidiver, les médianes, c'est autour de 2 ans ou un peu moins de 2 ans selon les études que l'on regarde avec les agents qui ont été utilisés. Donc, ce qu'on veut, c'est de faire mieux que ça, parce que c'est déjà bien, c'est déjà mieux que ce que l'on faisait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, mais on est loin, loin, loin d'un scénario idéal. Donc, il y a deux contextes qui ont émergé au courant je dirais, des 10 dernières années. Un traitement de consolidation, c'est-à-dire, ça s'applique surtout dans des contextes de patients qui sont éligibles à la greffe ou après avoir reçu un traitement d'induction, la chimiothérapie initiale pour réduire la masse tumorale en vue de permettre la greffe. La greffe elle-même, après la greffe, de redonner une chimiothérapie qui est semblable, si vous voulez, au traitement de chimiothérapie initiale pour augmenter davantage la qualité des réponses. C'est une avenue thérapeutique qui est regardée présentement. Donc, par définition, c'est un traitement qui est de courte durée, en général 2, 3, 4 mois de cet ordre-là, d'une chimiothérapie un peu plus intensive que ce que l'on fait pour un traitement de maintenance. Donc, c'est une chimio dont le but est de majorer la réponse ou la qualité de réponse qui a été obtenue préalablement. Alors que la maintenance, elle, c'est un traitement un peu plus doux, qui est prévu pour une longue période, on parle ici d'années, auquel l'intention de traitement n'est pas tant de majorer les réponses ou les qualités de réponse, mais beaucoup plus de conserver les acquis qui ont été faits par les traitements préalables, où je vous ai mis ici un schéma où on a le patient au diagnostic, qui a une certaine quantité de masse tumorale, si vous voulez, de myélome multiple, où on commence un traitement d'induction de chimiothérapie, de greffe, la maladie diminue, ça va bien, plus ou moins traitement de consolidation pour réduire davantage la masse tumorale. La maintenance, elle, c'est pour faire en sorte que l'augmentation de la maladie soit plus lente. On sait que ça va augmenter, on sait que la maintenance n'est pas capable de faire disparaître la maladie, n'est pas capable d'éradiquer la maladie, mais ce que l'on sait, c'est que ça peut permettre de retarder le moment où la maladie va redevenir active ultérieurement. Ce que l'on sait, c'est que plus profonde est la réponse, moins il y a de maladies après les traitements. En général, c'est pas vrai pour tout le monde, mais en général, plus longues vont être les durées de réponse. Par contre, il existe deux scénarios qui n'est pas dans les
la règle générale. Il y a des gens qui ont des réponses de très grande qualité, mais c'est un peu des réponses en termes de feu de paille, c'est-à-dire qu'il y a une belle réponse, mais après X nombre de mois, oups, on voit remonter la maladie, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont des réponses de moins belle qualité, mais les réponses même si sont de moins belle qualité, sont durables. Donc, il existe ces deux scénarios-là, mais en général, meilleure va être la qualité de la réponse, plus longue va être la durée de la réponse, et la maintenance, c'est pour conserver plus longtemps que ce que l'évolution naturelle de la maladie ferait, conserver la maladie tranquille. Pour la consolidation, j'en parle pas beaucoup, c'est pas le sujet de la présentation, mais donc on en entend parler et on va en entendre particulièrement parler parce qu'il y a deux grosses études qui sont en cours, dont l'une des questions est la consolidation. Est-ce que ça change quelque chose pour les patients? On peut bien prévenir ou retarder de X nombre de mois ou même X nombre d'années si c'est plus efficace une récidive. Il faut que ça améliore deux choses. Soit que ça améliore la qualité de vie, soit que ça améliore la survie. Les autres objectifs des études, pour les patients, c'est un peu plus du vent. C'est important de retarder la récidive, mais il faut que ça change quelque chose, soit la qualité de vie, soit la durée de vie. Donc, ces études-là, des grosses études de phase 3 sont en cours pour tenter de répondre à la question. Ça risque de répondre à la question. Donc, pour la maintenance, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. Déjà, il y a 20 ans, on parlait de maintenance. Plusieurs agents étaient utilisés. Les agents que l'on avait à l'époque, on peut voir, quand on revise la littérature, l'interféron, qui est un médicament d'immunothérapie, si vous voulez, qui a été utilisé avec certains bénéfices, qu'on améliore ou on retarde de quelques mois, ou on améliore de quelques mois la survie des gens atteints d'un myélome multiple, mais c'est au prix de beaucoup de toxicité. Ce qui fait en sorte que, oui, le médicament était accessible, mais il n'était pas très attrayant, ni pour les patients, ni pour les médecins qui géraient ces effets secondaires-là. Il y avait trop d'effets secondaires. Même chose pour le melphalan, un agent qui est encore utilisé aujourd'hui, un bon agent pour le myélome multiple. Il a été utilisé en traitement de maintenance pour voir s'il y avait un impact sur soit la qualité de vie ou la survie des patients auxquels on n'a pas d'études qui démontrent des bénéfices et au contraire, il y a des toxicités avec des risques de leucémie associés à ce médicament-là quand on l'utilise au long cours. Et la thalidomide, qui est un analogue du rivlimide, le lénaludomide que vous connaissez probablement, ou le pomalidomide, un autre analogue, qui est le Pomalyst. Donc, la thalidomide a été utilisée, c'est un peu, si vous voulez, une imide de première génération qui est associée à passablement plus d'effets secondaires, des effets secondaires qui sont assez limitants pour certains patients par rapport au rivlimide et au pomalidomide. Bien, il a été utilisé aussi en études cliniques, où ici, je vous présente une étude canadienne où des gens du Québec avaient participé, Jean Roy de Maisonneuve-Rosemont, James Shustic, qui est au Royal Victoria, qui est rendu au nouvel hôpital, le site Glenn, Guy Quentin, qui est à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Donc, on participait à une grosse étude canadienne où les gens qui étaient éligibles à la greffe avec un diagnostic de myélome multiple recevaient une chimiothérapie d'induction, une autogreffe et il y avait une randomisation au hasard pour les gens qui acceptaient de participer à l'étude entre ce qui est standard, donc l'observation, et le bras expérimental qui était thalidomide prednisone. Puis quand on regarde ce qu'on appelle la survie sans progression, donc en fonction du temps, les progressions, si vous voulez, qui arrivent au fil du temps, cette ligne-là correspond à la cohorte de patients qui reçoivent l'entretien. Cette ligne-là correspond aux gens qui sont observés. Bien, on voit qu'effectivement, la thalidomide, la prednisone répond à l'objectif qu'on se donne de retarder le moment où la maladie revient. Mais quand on regarde en termes de survie, la survie globale qu'on appelle, il n'y a pas de grande différence. Et dans cette étude-là, il y avait une composante d'évaluation de la qualité de vie où les patients jugeaient que leur qualité de vie était moins bonne avec les traitements d'entretien. Donc, ça a été jugé une étude négative avec raison parce que si ça ne change pas la survie, si ça détériore la qualité de vie, c'est pas un traitement intéressant. Donc, c'était vrai avec plusieurs médicaments que l'on avait à l'époque. On était limité sur notre nombre d'agents, particulièrement pour des raisons de toxicité. Puis ça ne devrait pas arriver, mais la réalité, c'est que les gens, malheureusement, avec des traitements qui ont certains effets secondaires, on doit faire des choix déchirants, c'est-à-dire de décider est-ce qu'on prime la qualité de vie, est-ce qu'on prime la durée de vie, potentiellement au détriment de la qualité de vie. Donc, ça ne devrait pas être vrai. On devrait vouloir les deux, effectivement, dans le monde idéal, mais la réalité est un peu différente. Les médicaments que l'on a ont certains profils d'effets secondaires et parfois, si on veut traiter un peu plus intensément pour tenter d'avoir des bénéfices supplémentaires, on a des choix à faire sur des effets secondaires potentiels.
avec des médicaments plus efficaces que l'on a aujourd'hui, en 2016, et surtout avec moins d'effets secondaires que ce que l'on avait avec les traitements antérieurs, ben les résultats de la maintenance peuvent avoir changé. C'est de ça qu'on va parler au courant des 15 prochaines minutes, où pour des patients éligibles à la greffe, on a plusieurs études que vous voyez ici avec le Revlimid, avec le bortezomib, le lénaludomide qui est le Revlimid, le bortezomib qui est le Velcade, et avec d'autres qui s'en viennent, il y a des études en cours. La même chose pour les gens qui sont non éligibles à la greffe, il y a aussi des études en cours qui sont déjà publiées sur la maintenance avec le Revlimid, avec le bortezomib ou avec d'autres agents. C'est de ça qu'on va parler, puis je ne veux pas vous inonder d'études, ce n'est pas le but des prochains 10 minutes, mais je veux vous démontrer que, donc, quand dans le bureau du médecin, la porte est fermée, le docteur prend une décision avec vous, ce n'est pas des décisions prises à la légère, on essaie de se baser sur la littérature. La littérature, par contre, les études qui ont été faites, ne nous balisent pas mur à mur pour toutes les situations cliniques, ce qui fait en sorte que le gros jugement a toujours son importance en médecine, mais la décision de traitement après la greffe, si on parle de patients éligibles à la greffe, se base sur la littérature que je vais vous présenter. Donc, on a une première étude qu'on appelle l'étude Alliance ou l'étude CLGB, où on prend un grand nombre de patients qui ont accepté de participer à l'étude. Les patients reçoivent une chimiothérapie d'induction standard. Ensuite, les gens ont été autogreffés et il y a eu une randomisation qu'on appelle 1 pour 1. 50% des gens qui ont été inclus dans l'étude vont vers le bras maintenance, qui est le bras expérimental, versus le bras placebo, donc abstention de traitement, mais c'est à double aveugle. Les patients, les médecins ne savent pas dans quel bras les patients sont. C'est pour augmenter la qualité des études, la qualité des résultats qui sont obtenus par ces études-là. Donc, une grande étude américaine où les patients étaient randomisés s'il n'y avait pas de progression de la maladie. Et quand on regarde les résultats de cette étude-là, les résultats, quand on regarde ce qu'on appelle la survie sans progression, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, comment on peut retarder les moments où la maladie récidive en fonction du temps, bien, les gens qui ont le lénaludomide en entretien ou le Revlimid évoluent mieux, du moins on retarde les moments où la maladie va récidiver par rapport aux gens qui ont le traitement placebo, donc absence de traitement. On regarde à ce moment-là quel est l'impact sur la survie globale, qui est plus important que ce qu'on appelle la survie sans progression. Puis encore une fois, donc de moins grand ordre de grandeur, mais on voit un impact favorable. Les gens qui ont le Revlimid évoluent mieux. Si on prend une population de patients, évoluent mieux avec l'entretien que sans entretien. Une deuxième étude d'un groupe francophone qu'on appelle l'IFM a fait un scénario un peu similaire, c'est-à-dire les gens éligibles à la greffe qui acceptaient de participer à l'étude avaient un traitement d'induction, une chimiothérapie initiale pour réduire la masse tumorale, étaient autogreffés, 1 ou 2 greffes. 20% des gens dans cette étude-là recevaient 2 greffes. Tout le monde recevait ce qu'on appelle un traitement de consolidation, bien qu'on n'a pas encore d'évidence que le traitement de consolidation puisse réellement changer l'évolution. Dans cette étude-là, ça a été designé comme ça a été fait comme ça, et la randomisation était entre le traitement de Revlimid d'entretien versus placebo. Un peu comme l'autre étude, mais il y a des petites différences, dont le traitement de consolidation. Quand on regarde la survie sans progression, le même objectif de l'étude précédente, on voit encore une fois des grandes différences au profit des gens qui reçoivent le lénaludomide en entretien versus placebo. Par contre, quand on regarde la survie globale, on ne voit pas de différence. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Déjà, de base, il y avait un débalancement des groupes, c'est-à-dire que quand on randomise les patients, donc au hasard, les patients sont mis soit dans un bras, soit dans l'autre bras, et qu'il y a des différences sur certains facteurs pronostiques. Par exemple, la génétique, ce qui était le cas dans cette situation-là. Les gens qui ont été randomisés au hasard dans le bras lénaludomide, bien, au hasard, il y a eu un débalancement des groupes. Il y avait plus d'anomalies de mauvais associées à des moins bonnes évolutions avec le Revlimid qu'avec le bras placebo. Ça peut être en partie pourquoi les résultats n'ont pas été si attrayants par rapport à l'autre étude. Et il y avait la portion de consolidation pour tout le monde qui a pu diluer, si vous voulez, l'impact du traitement d'entretien. Mais on va revenir, vous voyez déjà qu'il y a un certain effet de controverse. C'est-à-dire que quand on a 3, 4, 5 études qui vont toutes dans la même direction, qui démontrent toutes la même chose, c'est facile de conclure que le traitement d'entretien est bon. Par contre, quand des
des études sur le traitement d'entretien. Une étude démontre telle chose, une autre étude démontre autre chose. De tirer des conclusions, ça devient plus difficile. Donc, il y avait un aspect de controverse relié à la maintenance, entre autres basé sur cette étude-là qui n'a pas démontré de bénéfice de survie. Une troisième étude, qui est une étude italienne, même principe, où les gens éligibles à la greffe, qui acceptent de participer à l'étude, reçoivent leur traitement de chimiothérapie et sont randomisés. Il y avait 2 randomisations, il y avait 2 questions à cette étude-là, où on avait une question greffe versus pas de greffe, ou du moins pas de greffe au temps zéro, initialement en première ligne de traitement. C'est pas le bras qui nous intéresse pour le sujet d'aujourd'hui, c'est plus les gens qui ont reçu la greffe. Il y avait une deuxième randomisation entre le traitement d'entretien, Revlimid, encore une fois, versus abstention de traitement. C'était pas un placebo dans cette étude-là, c'était une abstention de traitement. Quand on regarde les résultats sur la survie sans progression, bénéfice clair pour le groupe de gens qui ont reçu le traitement d'entretien. Par contre, sur la survie globale, on voit des tendances à améliorer la survie, mais qui n'étaient pas pour des biostatisticiens significativement valables, si vous voulez. Donc, c'est une étude qui est un peu intermédiaire entre les 2 autres études, d'où la controverse que ça l'a amené. Par contre, tout récemment, à Chicago a été présenté lors d'un congrès, le congrès d'oncologie clinique américain, une méta-analyse qu'on appelle. Donc, on prend plein d'études qui regardent des questions similaires. Toutes les études ne sont pas les mêmes, mais ça permet d'augmenter le nombre de patients que l'on analyse pour essayer de voir clair, de tendre le plus possible vers la réalité. Donc, la méta-analyse a pris ces 3 études-là que je vous présente pour un grand nombre de patients pour voir quel est l'impact de l'entretien avec le Revlimid. Et quand on regarde les résultats, donc sur la survie globale, je vous ai mentionné la survie globale, c'est un des 2 endpoints qui sont vraiment centrale en médecine, c'est ce qu'on veut améliorer, qualité de vie, durée de vie. Sur la durée de vie des patients, ce que l'on voit, c'est que ça réduit les risques de décès de l'ordre de 25 %. Quand on regarde les courbes en fonction du temps, au fil des mois, bien, on voit que la courbe du haut en bleu ou vert, on voit que les gens survivent plus longtemps, ou quand on prend à 7 ans, bien, il y a de la cohorte initiale des gens, 62 % des gens toujours vivants, 50 % dans le bras sans entretien. Donc, cette méta-analyse-là, qui prend un ensemble d'études qui démontrent une certaine controverse, vient nous dire que, d'accord, le bénéfice, c'est pas le jour et la nuit, mais l'entretien semble avoir des bénéfices, puis pas juste sur le moment où la maladie va revenir, même sur un endpoint aussi majeur, aussi central que la survie. Donc, c'est une étude qui vient établir un peu plus la place du traitement d'entretien avec le Revlimid après une autogreffe. On regarde les sous-groupes dans ces études-là pour voir est-ce qu'il y a des gens qui n'en bénéficient pas, donc ne pas proposer un traitement avec des effets secondaires pour un groupe de patients qui ne semblent pas en bénéficier, puis au contraire, y a-t-il des patients qui en bénéficient beaucoup plus, ou quand il y a des effets secondaires, bien, on peut arriver à convaincre les patients de dire ça vaut peut-être la peine d'avoir certains effets secondaires pour de grands bénéfices. Donc, on fait ce qu'on appelle des études de sous-groupes en fonction de l'âge, le sexe, ce qu'on appelle l'ISS, qui est une classification pronostique, si vous voulez, pour avoir une idée sans avoir de boule de cristal, d'avoir une idée prédictive ou pronostique, savoir comment un patient risque d'évoluer. Donc, différents paramètres où, quand on regarde tous ces paramètres-là, il y a 2 paramètres qui nous interpellent. Les gens qui ont un ISS qui est élevé, qu'on appelle un ISS A3, le traitement d'entretien ne semble pas avoir de bénéfice. Vous voyez ici la ligne du 1, qui est une ligne de départage, si vous voulez, où quand on est à droite, quand le point central est à droite de la ligne, c'est en faveur, dans ce cas-là, de l'abstention de maintenance. Puis quand on est à gauche, ici, c'est en faveur de la maintenance avec le Revlimid. Quand on regarde l'ISS A3, on ne voit pas de bénéfice qui semble statistiquement significatif et même une petite tendance même à être détrimentale. Et c'est la même observation qu'on fait pour les gens qui ont une génétique défavorable. Les gens qui ont une génétique défavorable, donc au niveau des chromosomes, des cellules de myélome multiple dans la moelle, quand on fait un examen de moelle, on peut regarder la génétique des cellules pour avoir une idée pronostique sur le comportement du myélome multiple. Bien, les gens qui sont à moins bonne évolution prédictive, c'est des gens qui semblent probablement bénéficier moins d'entretien. Donc, c'est des données que ces études-là nous apportent que oui, c'est clair, toutes les études vont dans le même sens, ça éloigne le moment où la maladie va récidiver.
Avec la méta-analyse, ça semble un peu plus clair que oui, il y a des bénéfices de survie. Ce n'est pas le jour et la nuit, mais il y a des bénéfices de survie. Les gens qui semblent en bénéficier le plus, c'est les gens qui ont un myélome multiple, qui n'ont pas un comportement prédictif très agressif. Une chose importante, bon, les effets secondaires, c'est toujours très important. Parmi les toxicités des médicaments, du Revlimid après une autogreffe, on s'est rendu compte avec les études que je vous ai présentées plus tôt que l'incidence de cancer était augmentée. Quand on regarde, c'est quoi l'ordre d'augmentation de l'incidence de cancer chez des gens qui reçoivent un traitement d'entretien avec le Revlimid? La courbe en jaune ou orange, c'est les gens qui ne reçoivent pas d'entretien. La courbe en foncé, en noir, c'est les gens qui reçoivent l'entretien pour des cancers qu'on appelle hématologiques, donc des lymphomes, des leucémies, ainsi de suite, versus des tumeurs solides qui sont des tumeurs cancer de la prostate, cancer du gros intestin, du pancréas, du sein, du poumon, et ainsi de suite. On voit que le Revlimid, quand on l'utilise après une autogreffe, on voit que ça augmente l'incidence d'à peu près un risque qu'on appelle relatif d'à peu près 2 fois au fil du temps, tant pour les cancers hématologiques que les tumeurs solides. Donc ça, c'est une préoccupation que l'on a. Par contre, quand on regarde, c'est quoi l'impact réel? Si on prend une image globale d'un patient qui a un myélome qui a un myélome multiple, et on regarde de quoi le patient devrait avoir peur. Est-ce qu'il devrait avoir peur des traitements avec les risques de cancer associés ou il doit être plus craintif du myélome multiple? Quand on regarde par rapport à la question de cancer secondaire, les probabilités d'avoir des problèmes de survie autres que des cancers secondaires, puis on s'entend ici, la majorité des patients, c'est relié au myélome multiple, les probabilités d'avoir des problèmes du myélome multiple versus de développer un cancer, vous voyez que c'est quasi le jour et la nuit. Donc oui, c'est une préoccupation. Il y a des cancers secondaires avec le traitement d'entretien avec les Revlimid. Les patients doivent être avisés de ça. C'est important pour qu'ils nous donnent le consentement à savoir s'ils acceptent le traitement d'entretien ou non. Par contre, ce que je mentionne aux patients, c'est que vous devez être plus craintif du myélome multiple que des cancers possibles qui peuvent être développés, pour certains qui peuvent être également aussi traités et potentiellement guéris comme cancer secondaire. Donc, il faut peser les choses et quand on pèse le pour et le contre, les choses sont en faveur d'un traitement d'entretien. Par contre, ces tableaux-là ne balisent pas toutes les situations cliniques. Je vous donne l'exemple d'un patient, une patiente qui a eu un cancer du sein antérieurement. Au moment du diagnostic du myélome multiple, on trouve un cancer du rein au même moment. On traite tout ça. On fait l'autogreffe au patient, puis on a la décision de traitement d'entretien. Ce patient-là qui a un terreau un peu fertile pour développer des cancers, c'est peut-être pas le patient le plus attrayant pour proposer un traitement d'entretien. On risque peut-être de nuire plus que d'aider. Donc, ça dépend toujours des situations cliniques, mais globalement, quand on regarde l'ensemble de la population des gens qui ont un myélome multiple, toutes ces études-là nous disent que oui, probablement que la maintenance a des bénéfices. Sans être le jour et la nuit, il y a des bénéfices. Pour les patients éligibles à la greffe maintenant, pour le bortezomib, on a des études un peu similaires, de moins bonne qualité que les études avec le Revlimid. Donc, une étude d'un groupe européen, hollandais, où les gens qui sont éligibles à la greffe reçoivent un traitement d'induction. Il y a une première randomisation pour les traitements d'induction avec du bortezomib, sans bortezomib, et il y a pour la même cohorte de patients qui a du bortezomib en induction reçoivent du bortezomib en entretien. Les gens qui ne reçoivent pas de bortezomib en induction ne reçoivent pas de bortezomib en entretien. Ici, c'était la thalidomide. Et on regarde comment les gens évoluent. Le bortezomib semble améliorer la survie sans progression, comme pour les autres études, avec une moins grande ampleur. Par contre, pour la survie globale, c'est un peu plus ténu, c'est un peu plus petit comme bénéfice. Et quand on regarde le bénéfice, est-ce que c'est l'induction qui est différente, qui change l'évolution des patients, ou c'est le traitement d'entretien qui change l'évolution des patients? C'est difficile à dire parce qu'il y a plusieurs variables qui ont été randomisées. Donc, c'est une étude où il y a peu de conclusions à sortir par rapport aux études qu'on a avec le Revlimid. Par contre, ce qui est intéressant de cette étude-là, c'est les gens, entre autres, qui ont des mauvais risques génétiques dans leurs cellules de myélome multiple. Ici, je vous ai mis la délétion 17P, qui est une anomalie génétique qui est défavorable. C'est en général, sans être une boule de cristal, quand quelqu'un a un myélome multiple avec la délétion 17P, ça signale que probablement que l'évolution va être moins favorable ou la maladie va être plus agressive, va moins bien répondre ou surtout moins répondre longtemps au traitement que l'on a. Quand on regarde qu'est-ce qui se passe, les gens, la courbe en rouge et la courbe en noir, c'est des gens qui n'ont pas la
délétion 17P. Peu importe le traitement qu'on leur a donné, c'est vrai pour la survie sans progression, c'est vrai pour la survie globale, ça ne semble pas de faire de grandes différences le traitement d'induction ou de maintenance qu'on a donné. Par contre, les gens associés à une moins bonne évolution pronostique reliée à la délétion 17P, les gens qui ont reçu du Velcade versus les gens qui ne l'ont pas reçu, ça fait de grandes différences. Donc, pour le bortezomib, la place qu'on peut en faire, c'est pas pour tout patient qui a reçu une greffe dans le passé, donc on est rendu à l'étape du traitement d'entretien qu'on doit proposer du bortezomib, c'est pas ça du tout, mais la place du bortezomib est probablement plus celle des gens qui ont un pronostic au niveau de la génétique des cellules de myélome multiple plus défavorable, où on peut penser au bortezomib un peu plus qu'au rivlimide, où je vous ai dit dans la méta-analyse que les gens qui sont à génétique plus défavorable semblent moins bénéficier du rivlimide en entretien. Une autre étude d'entretien, une étude PTMA, c'est espagnol. Donc, les gens qui ont un myélome multiple sont randomisés dans 3 bras différents pour l'induction. C'est pas la question d'aujourd'hui. Reçoivent une greffe et ensuite sont randomisés entre bortezomib, thalidomide, donc un traitement à base de bortezomib qui est le Velcade, versus 2 bras qui n'ont pas de Velcade, thalidomide ou encore interféron. Puis quand on regarde la survie sans progression ici, ce que l'on voit, c'est que les gens qui vont mieux, c'est les gens qui reçoivent un traitement d'entretien au bortezomib. Ça éloigne le moment où la maladie va récidiver, mais par contre, il n'y a aucune différence dans ces 3 bras-là sur la survie globale. Donc, c'est une deuxième étude où, sur l'ensemble d'une population, quand on étudie tout le monde sans discrimination du risque pronostic relié au myélome multiple, ça ne semble pas être très favorable de donner du bortezomib pour tout le monde après ce contexte-là. Donc, globalement, en conclusion, pour cette portion de patients éligibles à la greffe, il est clair que la maintenance éloigne le moment où la maladie va récidiver. Par contre, il faut que ça change 2 choses encore une fois. Il faut que ça améliore la qualité de vie ou encore la survie. Si ça améliore ni un ni l'autre, on se questionne à savoir la valeur réelle de ce traitement-là. Pour le moment, il y a 2 options qui sont appropriées. On a démontré qu'avec le rivlimide, il y a des bénéfices de survie. Avec le bortezomib, pour un ensemble de populations, c'est pas si clair que ça. Par contre, pour des gens qui sont à moins bon risque génétique, probablement qu'il y a un bénéfice à proposer le bortezomib après une autogreffe. Pour quel patient? En fait, il y a beaucoup de questions sans réponse ou avec des réponses où on n'est pas certain de la validité des réponses sur est-ce qu'on traite tout le monde avec la maintenance? Est-ce que c'est juste ceux à mauvais risque, à bon risque, ainsi de suite, selon la réponse obtenue préalablement? Il y a plusieurs questions sans réponse. Ce que l'on sait, donc, on doit peser les toxicités. Parmi les toxicités où ça doit être discuté avec les patients, c'est entre autres les cancers secondaires. Mais encore une fois, les cancers secondaires, il faut peser le pour et le contre. C'est quoi la probabilité que le myélome donne des problèmes dans les années qui suivent? Deuxième catégorie donc de patients, on a parlé des gens éligibles à la greffe. Ici, on entre dans la catégorie des gens non éligibles à la greffe, où on a aussi des études avec le rivlimide. Une étude où les gens non éligibles à la greffe sont randomisés en 3 bras différents. Un bras qui reçoivent un protocole qui contient du rivlimide avec rivlimide en entretien, et 2 autres bras qui contiennent soit du rivlimide ou pas de rivlimide, mais sans entretien. Puis on regarde comment les gens se comportent au fil du temps, comment la maladie se comporte et en termes de survie sans progression. Donc, toujours le même endpoint qu'on regarde d'une étude à l'autre, on voit qu'avec le traitement d'entretien, encore une fois, on éloigne le moment où la maladie va récidiver. Par contre, quand on regarde la survie globale, ça ne change pas les choses. Première étude. Deuxième étude, une étude un peu plus récente, l'étude FIRST qu'on appelle, où les gens sont randomisés encore en 3 bras. Un bras qui contient du rivlimide avec entretien, un bras qui contient du rivlimide sans entretien et un bras qui ne contient pas de rivlimide sans entretien. Et on regarde comment la maladie se comporte au fil du temps. Les gens qui ont reçu du rivlimide en entretien vont mieux, ça retarde le moment où la maladie revient. Pas de bénéfice sur la survie globale. Une troisième étude, une étude italienne où c'est une étude un peu plus costaude, c'est-à-dire qu'on donne un traitement d'induction assez costaud pour les patients non éligibles à la greffe. Donc, on parle de gens de 65 ans et plus, où dans l'étude, il y avait des gens de 85 ans, où on donne un traitement Velcade, melphalan, prednisone, thalidomide. C'est un traitement qui peut être passablement costaud, auquel ce groupe de patients-là reçoivent un traitement de maintenance qui contient du bortezomib et de la thalidomide, mais surtout du bortezomib, versus un groupe de patients
traité de façon un peu moins intensive en induction, sans entretien. Et on regarde comment comment la maladie évolue en termes de survie sans progression. Encore une fois, on voit que le traitement d'entretien retarde le moment où la maladie va revenir. En termes de survie, on a de petits bénéfices. Par contre, c'était au prix de toxicité que je juge. Ça dépend toujours de la perception qu'on a, mais avec les traitements qu'on a, avec une fragilité de certains patients qui sont non éligibles à la greffe, avec une toxicité qui est difficilement acceptable. Dans cette étude-là, quand on prend les gens qui sont de 65 à 75 ans, le quart des patients ont arrêté le traitement pour des raisons de toxicité principalement. Quand on prend les gens de 75 ans et plus, 75 à 85 ans pour la majorité, un peu plus du tiers des gens ont arrêté le traitement pour des raisons de toxicité. Donc, c'est un régime qui est difficilement envisageable en pratique standard pour les patients. On risque de nuire beaucoup plus que d'aider. Donc, en conclusion, pour ce deuxième groupe de patients-là, donc les gens qui ne sont pas éligibles à la greffe, il y a une évidence donc, dans la littérature par rapport à ce que l'on avait autrefois. Avec les outils que l'on avait, c'était des traitements de courte durée. Alors, les gens qui étaient éligibles à la greffe avaient un traitement d'induction, l'autogreffe, puis ça finissait là. Les gens qui n'étaient pas éligibles à la greffe, on donnait un traitement d'un peu plus longue haleine, mais on ne prolongeait pas les choses en raison des toxicités. Aujourd'hui, ben, on a des outils qui sont un peu plus puissants. Pour le le groupe de patients non éligibles à la greffe, par contre, oui, on démontre qu'on retarde le moment où la maladie va récidiver, mais avec les études qu'on a, avec des toxicités acceptables dans ce groupe de patients-là, on ne démontre pas que des traitements de longue haleine, du moins des traitements d'entretien, jusqu'au moment où la maladie va revenir, est réellement bénéfique par rapport aux toxicités que l'on peut avoir. Il y a d'autres médicaments qui sont regardés actuellement, des médicaments un peu plus nouveaux. Il y a l'ixazomib qui est un peu, si vous voulez, du Velcade par la bouche. C'est la même classe de médicaments, une cible très, très similaire, mais qui se donne par voie orale. Il peut y avoir un intérêt. Le Velcade est plus emmerdant à donner dans le sens qu'il est sous-cutané, autrefois intraveineux, maintenant sous-cutané, mais c'est plus facile par voie orale. Donc, il y a des études d'entretien reliées à ça. Il y a d'autres études avec plusieurs nouveaux agents qui s'en viennent, qui sont prometteurs. La même chose pour des patients non éligibles à la greffe. Il y a des études qui sont avec l'ixazomib et avec d'autres médicaments, dont le daratumumab. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent en termes de traitement d'entretien. Tout n'a pas été dit, mais avec l'information que l'on a actuellement, ce que l'on sait, c'est qu'avec des médicaments plus efficaces et moins toxiques, pour les gens éligibles à la greffe, il y a 2 médicaments qui ont plus d'intérêt. Pour la majorité des patients, le Revlimid, avec des données plus matures et avec des résultats plus intéressants, semble être plus bénéfique. Par contre, les gens qui ont un pronostic moins favorable, ce qu'on appelle des ISS à 3 ou encore des génétiques moins favorables comme la délétion 17P, c'est des gens où probablement le bortezomib semble avoir plus d'impact favorable. Pour les patients non éligibles à la greffe, on n'a pas encore démontré dans des études qu'on appelle phase 3, qu'il y a réellement un impact sur la survie, puis on ajoute des effets secondaires. Donc, actuellement, on s'abstient de traitement d'entretien. Ça ne veut pas dire que pour un patient non éligible à la greffe, qu'on ne doit pas donner sur des périodes un peu plus prolongées un traitement qui est très bien toléré, qui contrôle la maladie, mais des traitements d'entretien pour l'ensemble des gens qui sont non éligibles à la greffe, ce n'est pas recommandé actuellement. Merci. Merci, docteur. Donc, on va poursuivre avec des questions. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Non. Peut-être un peu de gêne. Michel, on a une question ici. Le traitement de maintenance avec le Revlimid peut durer combien d'années? Ce qui est optimal, on ne le sait pas. Toutes les études que je vous ai présentées avec le Revlimid, c'était prévu jusqu'à progression. Okay. Jusqu'à progression de la maladie, donc il n'y a pas un laps de temps prédéfini. La deuxième étude que je vous ai présentée, l'étude de l'IFM, après une médiane de 2 ans, les traitements sont arrêtés parce que les Français ont réalisé qu'il y avait une incidence de cancer secondaire qui était perturbante. Donc, par sécurité pour les patients, ils ont arrêté prématurément l'étude. Donc, c'est une autre raison potentielle que l'étude de l'IFM ne donne pas des résultats positifs en termes de survie parce qu'ils ont été alertés par ces cancers secondaires-là. Ils l'ont terminé plus tôt. Les 2 autres études, donc l'étude Alliance, l'étude américaine et l'étude italienne, ça a été continué jusqu'à progression. OK. Donc,
Aucune limite de temps. Aucune limite de temps, sauf... En fait, il y a 3 raisons d'avoir arrêté le médicament. Soit qu'il y a une progression, soit qu'il y a des toxicités qui doit exclure pour raison de sécurité au patient le traitement, ou que le patient, peu importe qu'il réponde et qu'il tolère bien le traitement, si le patient désire l'arrêter, il l'arrêtait. Puis quand il y a récidive après le maintien, c'est qui décide soit d'une autre greffe ou qu'est-ce qui décide, mais qu'est-ce qui indique que tu as besoin soit d'une autre greffe ou d'une autre sorte de médicament pour recontrôler la maladie? Avant les traitements d'entretien, ce que l'on avait comme données, puis ce que l'on suit, nous, en général, au Québec, c'est des données qui proviennent de Toronto, où une étude avait regardé justement les gens qui sont en rémission pendant X nombre de temps. Quel semble être le délai minimum pour dire qu'un patient peut bénéficier d'avoir une deuxième greffe. Dans la conclusion de cette étude-là, c'était 24 mois, 2 ans. Donc, les gens qui récidivaient après une autogreffe sans entretien à l'intérieur de 2 ans, c'est des patients qui semblent moins en bénéficier parce que quand on fait la deuxième greffe, en général, la durée de réponse ne sera pas plus longue qu'à la première fois. Au contraire, les cellules ont développé une certaine résistance, un comportement un peu plus agressif, donc les durées de réponse vont être plus courtes. C'est pour ça qu'on établit en général le 2 ans. On est resté collé encore aux 2 ans malgré des traitements d'entretien, mais sous traitement d'entretien, quelle est la durée minimale de temps où une maladie est en rémission peut justifier une deuxième greffe, c'est pas bien connu. Merci. Je me demandais si à la deuxième récidive, après les traitements de Velcade, s'il est possible que je reçoive encore du Revlimid, puisque à la première récidive, j'en ai eu, mais on a eu une rechute. Donc, est-ce que je pourrais avoir encore le Revlimid comme entretien après le Velcade là, que j'ai pour 4 mois? Après une deuxième récidive. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. La question, est-ce que c'est... Donc, en première ligne, vous avez reçu de l'entretien, la maladie a récidivé, vous avez un autre traitement qui est le Velcade, oui. Et vous posez la question si l'entretien avec du lénaludomide serait pertinent en deuxième ligne de traitement, en maintenance? C'est en plein ça. La réponse est on n'a pas d'études qui regardent cet aspect-là, dans le sens qu'en maladie récidivante, ce qui est standard, c'est qu'un traitement de deuxième ligne qui est utilisé et qui est bien toléré et qui peut être utilisé au long terme, en général, est suggéré aux patients au long terme. Donc, si le Velcade, les régimes à base de Velcade, fait son travail et qui est bien toléré, en général, on le continue. Puis à ce moment-là, en maladie de deuxième ligne ou de troisième ligne ou de quatrième ligne, on ne parle plus de traitement d'entretien. Le terme « entretien » correspond à la première ligne de traitement. En maladie récidivante, ce qu'on recommande, c'est des traitements de longue haleine, à moins d'avoir trop d'effets secondaires, à moins de progresser, à moins que ce soit la volonté du patient d'arrêter un traitement de deuxième, troisième ou quatrième ligne, si vous voulez. OK. Parfait. Merci. Il y avait une question ici en avant. Moi, je me demandais tout simplement, j'ai peut-être pas le bon terme, polamiste, quelque chose comme Pomaliste. Ça. Pomaliste. Il se situe où dans tout ça? Bien, ça dépend toujours comment nos institutions réglementaires nous permettent d'avoir accès aux médicaments. Donc, dans des études, le pomaliste peut être utilisé en première ligne de traitement, mais de façon standard. Dans notre pratique, dans notre réalité au Québec, la première ligne de traitement devrait être le bortezomib ou le Velcade, à moins d'avoir des contre-indications. En deuxième ligne de traitement, on a accès au Revlimid. En troisième ligne de traitement, c'est là, si on a utilisé le Revlimid jusqu'à progression de la maladie, qu'on peut avoir accès au pomalidomide. Bien évidemment, en troisième ligne, si en première ligne, le patient a reçu du Velcade, a été greffé, il a reçu pendant à peu près 4 mois le Velcade, il est greffé, la maladie récidive, on donne du Revlimid en deuxième ligne de traitement, et en troisième ligne, bien, plutôt que le pomalidomide, on peut revenir au bortezomib. Mais à partir de la troisième ligne, au Québec, on a accès au pomalidomide. Donc, Sylvie demande, une deuxième greffe est-elle possible après avoir reçu du Revlimid et qu'il y a un retour de la maladie? Est-ce que le Revlimid est arrêté advenant un cancer secondaire et peut-il être redonné par la suite? Donc, pour la première question, la réponse c'est oui. On peut faire une deuxième greffe si on a utilisé l'entretien avec le Revlimid, tout dépendamment encore là
quand la maladie revient. Si elle revient à l'intérieur de 2 ans de la première greffe, quand on a utilisé l'entretien, ça peut être tout à fait approprié de faire une deuxième greffe si la première greffe a été sans trop de fracas, s'il n'y a pas eu trop de toxicité infectieuse, ainsi de suite. Pour la deuxième question, est-ce qu'on doit arrêter le Revlimid dans ce cas-là si un patient développe un second cancer? Bien, la réponse, c'est oui. En fait, on ne sait pas très bien quoi faire. Les études ne nous balisent pas, mais le gros jugement nous dit d'arrêter le Revlimid si on croit que le Revlimid a été en partie en cause au développement du cancer. La seule chose, c'est qu'on a plusieurs études. Ce que je vous ai présenté du risque de cancer, puis ça, c'est important de le souligner. Là, je remercie la personne qui a posé la question parce qu'il ne faut pas que les patients aient peur du Revlimid. Faut avoir un esprit là, un peu suspect selon le tableau clinique au fil du temps chez les gens qui ont un traitement d'entretien au Revlimid, c'est-à-dire qu'il faut que les gens soient allumés s'ils perdent du poids de façon involontaire, s'il y a des nouveaux symptômes, une toux, de l'essoufflement, bien, pensez peut-être, on va faire une radiographie des poumons, un scan. Il faut avoir l'esprit allumé pour regarder s'il y a un cancer qui se développe. Par contre, les études ont été faites dans un contexte de maladie récidivante réfractaire pour voir est-ce que le Revlimid, en dehors de contexte de greffe, augmente le risque de cancer, et la réponse, c'est non. Ça augmente les risques de cancer de la peau qui ne sont pas le mélanome, dont des tumeurs plutôt bénignes, même si c'est des cancers comme ce qu'on appelle des carcinomes basocellulaires, spinocellulaires, c'est des cancers dont l'incidence sous Revlimid est modestement, très modestement augmentée, mais ça n'augmente pas les risques de cancer secondaire dans des contextes de maladies récidivantes. En contexte de traitement d'entretien, oui, ça augmente des risques de cancer. Donc, ce n'est pas intrinsèque aux médicaments. Ce n'est pas le Revlimid qui cause les cancers. C'est l'utilisation du Revlimid dans un contexte de chimiothérapie à haute dose qu'on appelle l'autogreffe. Parfait. Donc, merci à Sylvie pour sa question.